Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, l'inceste et les violences sexuelles. Quelles sont les démarches pour porter plainte? Comment se déroule une enquête? Quels sont les droits des victimes? Les réponses, juste après le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour répondre à mes questions, je reçois Julie Terrel, avocate en droit de la famille. Julie nous éclairera sur le cadre légal et les ressources disponibles pour accompagner les victimes. Cet épisode traite de sujets sensibles. Si besoin, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels ou des associations spécialisées. Et maintenant, place à notre échange. Bonjour Julie. Bonjour Sarah. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Et avant de commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. Alors moi je suis Julie Terrel, je suis avocate au barreau de Bordeaux et j'interviens plus particulièrement en droit des personnes, en droit de la famille et en droit pénal. Très bien, merci beaucoup. Alors, afin de poser le cadre, peux-tu nous rappeler ce que dit la loi sur l'inceste et les violences sexuelles, les différences de point de vue légal et les peines encourues pour ces infractions? Bien sûr, alors c'est un sujet qui est assez compliqué, notamment en matière pénale, puisque l'inceste, du point de vue civil, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne avec laquelle on n'a pas le droit de se marier. Le droit pénal n'a pas forcément pris acte de cette notion-là, c'est-à-dire que c'est assez récent, c'est depuis 2016 qu'on a réintroduit la notion d'inceste dans le code pénal. Ça n'est pas une infraction spécifique. L'inceste en tant que tel. En revanche, ça permet une certaine facilité probatoire. Ça veut dire que concrètement, quand on est dans une situation d'inceste, on n'aura pas forcément besoin de rapporter la preuve d'une absence de consentement. D'accord. Les infractions en matière sexuelle, elles sont de plusieurs degrés, mais concrètement, le code pénal vise plus spécifiquement les agressions sexuelles qui sont avec ou sans acte de pénétration. Et avec cette spécificité que quand on a un acte de pénétration, c'est qualifié de viol. Et sur les agressions sexuelles, on a deux qualifications, deux distinctions. En réalité, on a soit les agressions sexuelles qui sont faites sans le consentement de la personne, avec violence, menace, contrainte ou surprise, ou alors des agressions sexuelles qui sont faites sans qu'on se pose la question du consentement, quand c'est sur une personne mineure par un majeur. D'accord. Et là, les peines encourues sont assez variables. Pour les infractions les plus graves, pour le viol, quand elles sont qualifiées, quand le viol est qualifié d'inceste, la sanction encourue, c'est 20 ans de réclusion criminelle. D'accord. Okay. Et ensuite, on a des sanctions un peu moins lourdes pour les agressions sexuelles. Ça va de 5 ans, 7 ans, 10 ans d'emprisonnement. Ça va dépendre vraiment des situations, des circonstances aggravantes. Mais concrètement, l'inceste, en matière pénale, c'est une facilité probatoire. Ça veut dire que quand on va pouvoir prouver le lien qui unit deux personnes, et pas n'importe quel lien, puisque le code pénal nous dit que c'est une infraction qui est commise par un ascendant, un oncle, une tante, un frère, une sœur, un grand-oncle, une grande-tante, ou le conjoint, concubin, partenaire de ces personnes-là, eh bien dans ces cas-là, ça va être qualifié d'inceste. Et dans ces cas-là, on n'aura pas forcément besoin de prouver l'absence de consentement. En fait, l'absence de consentement, il sera présumé. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, lorsqu'une victime souhaite porter plainte, quelles sont les premières étapes? Alors, les premières étapes, c'est d'en parler autour de soi et notamment de se rendre soit au commissariat, soit à la gendarmerie pour déposer plainte, que l'on soit majeur ou mineur. Si on est mineur, on peut être accompagné d'un de ses représentants légaux, c'est plus facile. Si c'est compliqué de se rendre au commissariat ou en gendarmerie, on peut aussi simplement faire un courrier au procureur de la République qui se saisira de la situation. Et si la plainte est classée sans suite, on peut faire ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. Ça va saisir directement le juge d'instruction qui va être obligé d'enquêter sur la situation. Donc c'est la plainte qui va démarrer, finalement qui va lancer l'enquête. Ça, c'est quand la victime elle-même se décide à déposer plainte, mais le processus judiciaire peut être enclenché par toute personne qui a connaissance de faits incestueux par le biais d'un signalement. Ça peut venir de l'école, d'un médecin, etc., etc. Notamment sur des mineurs, les suspicions doivent donner lieu à des signalements.
D'accord. Et comment ils font du coup pour signaler? Alors il y a des numéros où le plus souvent quand sont des professionnels, c'est un courrier d'équipe qui est fait, qui est transmis, soit il y a une cellule de recueil des informations préoccupantes, soit directement au procureur de la République. OK, très bien. Comment se déroule l'enquête du coup après, le dépôt de plainte et qui intervient? Alors l'enquête va, se dérouler de plein de façons. En réalité, ça va dépendre de la situation concrète, et du dossier. Mais concrètement, dès que l'enquête est enclenchée, les enquêteurs, souvent les officiers de police judiciaire, sont saisis et vont faire des actes d'investigation. Ils vont entendre la victime, ce sont des enquêteurs qui sont spécialisés pour entendre les victimes. Ils vont entendre des témoins. Il va potentiellement y avoir des examens médicaux sur cette victime en fonction du laps de temps qui se sera écoulé entre les faits et la dénonciation. Il peut y avoir des actes d'enquête un peu plus poussés, par exemple des saisies, des perquisitions, une garde à vue de la personne qui est mise en cause. Sur les saisies, c'est assez fréquent qu'on ait des saisies de téléphone ou de matériel informatique pour vérifier qu'il n'y a pas des consultations de sites pédopornographiques notamment. Et à l'issue de tout ça, on peut avoir des expertises psychologiques, psychiatriques qui seront aussi ordonnées, des confrontations également. À l'issue de tout ça, c'est le procureur de la République qui, lui, décide. Il a l'opportunité des poursuites. Il va décider s'il classe sans suite. Concrètement, il ne sait pas qui est l'auteur ou il n'a pas suffisamment d'éléments d'information pour poursuivre. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, mais il n'a pas assez d'éléments d'information. Ou alors il décide de poursuivre. S'il décide de poursuivre, il peut renvoyer directement devant une juridiction de jugement, en l'occurrence un tribunal correctionnel quand ce sont des délits. Ou alors, il peut renvoyer devant un juge d'instruction qui va être saisi, qui va ouvrir ce qu'on appelle une information judiciaire, c'est une instruction, et qui va creuser un petit peu l'enquête, un peu plus. Et à l'issue, le juge d'instruction va renvoyer le dossier au procureur qui statuera finalement sur l'orientation à prendre. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que, tu aurais quelques chiffres peut-être à nous donner en termes de statistiques par rapport aux poursuites judiciaires ou autres? Alors c'est sur l'inceste, les statistiques sont pas très nombreuses puisque, tu l'auras compris, l'infraction, la qualification d'inceste, elle est assez récente. Mais ce qu'on peut trouver, globalement aujourd'hui dans les chiffres, c'est qu'on aurait à peu près 4 à 5 000 plaintes par an, avec, entre 30 et 40% de classements sans suite. D'accord, OK. Parce qu'en fait, c'est très compliqué, hein, ça se passe dans l'alcôve de l'intime et donc souvent, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Souvent, ce sont des dépôts de plainte, à retardement, c'est-à-dire que les faits, ils sont anciens, donc c'est un peu compliqué. Ça veut pas dire que ça ne s'est pas passé, mais on n'a pas assez d'éléments. Mmh. Du coup, au moment du procès, est-ce que la victime doit être présente au tribunal et quels éléments de preuve sont pris en compte pour établir la culpabilité? Alors la victime n'a pas à être, présente nécessairement. Elle vient si elle le souhaite. Pour certaines victimes, c'est important d'être là, de se confronter à son auteur, de dire des choses, parce qu'il y a aussi des choses qu'on a envie de dire à l'auteur, à la personne qui nous a agressés. On peut aussi vouloir dire des choses, à la juridiction. Donc c'est vraiment le choix de la victime. Être là ou ne pas être là, ça ne lui sera jamais reproché. C'est, son choix. Elle peut être assistée d'un avocat si elle veut être présente. Si elle ne veut pas être présente, elle peut être représentée par un avocat pour faire valoir ses droits, donc c'est important. Souvent, pour les victimes, c'est important d'être là aussi pour entendre la décision du juge. La décision du juge, elle permet d'avoir la qualité de victime. Et entendre ce que vont dire les magistrats, c'est aussi permettre de se reconstruire derrière en entendant symboliquement que la société, puisqu'en matière pénale, c'est jamais la victime contre l'auteur de l'acte, mais c'est la société contre l'auteur de l'acte. C'est entendre que la société vous reconnaît en qualité de victime. Et donc ça, c'est très important. Ça participe du processus de déculpabilisation, puisque notamment en matière d'inceste, souvent il y a des familles qui éclatent derrière tout ça, donc c'est assez compliqué. Donc pas d'obligation. Et si la victime est mineure, elle peut demander un huis clos. D'accord. C'est-à-dire que les débats ne seront pas publics. OK. Oui, parce que sinon, ça veut dire que c'est ouvert et que n'importe qui, en gros, peut Exactement. assister, OK. Et on en a un tout petit peu, parlé légèrement tout à l'heure. Quelle est la durée moyenne d'une procédure judiciaire, dans ce type d'affaires? Alors la durée est assez difficile à chiffrer là encore. Ça va dépendre de l'enquête et des actes qu'il va, falloir faire et de la complexité de l'affaire. Concrètement, quand on est statistiquement là, quand on est sur des délits, donc c'est un tribunal correctionnel qui va être saisi, en général, c'est entre 9 mois et 1 an, pour, que la procédure aboutisse, parfois un peu plus. Quand on est avec un juge d'instruction sur des faits de viol, donc des faits criminels, là, ça va être beaucoup plus long, ça peut aller jusqu'à 3 ans et demi en moyenne. Donc c'est vraiment variable, ça va dépendre de la complexité de l'affaire et aussi surtout du positionnement de la personne qui est mise en cause. Savoir si elle reconnaît les faits ou si elle les conteste. Si elle les conteste, les actes d'enquête seront plus poussés et plus difficiles. Mais du coup, dans tous les cas, du moment où la personne, dépose plainte, on la sort de cette situation, d'une manière ou d'une autre?
On essaye de la sortir de la situation, oui. OK. Qu'il y ait plus il y a des moyens de la protéger, des interdictions d'entrer en contact, notamment quand ce sont des faits, qui sont qualifiés de viol, donc des faits qui sont, criminels. Il peut y avoir un placement sous contrôle judiciaire, des interdictions d'entrer en contact et cetera. Donc on D'accord. veut vraiment l'extraire du milieu, dans lequel elle se trouve placée et si, parce que on pense parfois aux grands-parents, aux oncles et tantes, mais si l'agression sexuelle vient de la part d'un des parents, Mmh. eh bien ça peut donner lieu à une mesure de placement, si l'autre parent n'est pas en mesure de protéger l'enfant. D'accord, OK. Ouais, je trouve que c'est bon à savoir Mmh. aussi. Pendant combien de temps une victime peut-elle dénoncer les faits et quels sont les délais de prescription, s'il te plaît? Alors, les délais de prescription, en fait, sont c'est ce qu'on appelle la prescription de l'action publique. Donc, c'est le délai pendant lequel on peut déposer plainte ou le procureur de la République peut poursuivre. Au-delà de ce délai-là, on estime que l'auteur est, entre guillemets, laissé de côté, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le poursuivre. Ces délais, ils vont varier suivant l'âge de la victime. Si la victime est majeure ou mineure, ça va pas être la même chose. Dans la très grande majorité des cas, notamment pour l'inceste, heu, pour que ce soit qualifié d'inceste au niveau pénal, il faut que ce soit une victime mineure. Mmh. Pendant toute la minorité de la victime, les délais de prescription sont suspendus. Donc ça ne court qu'à compter de sa majorité, qu'à compter de ses 18 ans. Et ensuite, ça va dépendre de la qualification pénale. Par exemple, si c'est un viol sur mineur, les délais de prescription sont de 30 ans. D'accord. Donc concrètement, jusqu'à ses 48 ans, elle pourra déposer plainte. Mmh. Et ensuite, en fonction, ça va varier. Sur des agressions sexuelles, ça sera 20 ans de prescription à compter de la majorité. OK. Sachant que du coup, plus t'attends, plus c'est compliqué d'avoir des preuves. C'est ça. OK. Plus le temps passe, malheureusement, moins on a de preuves qui vont pouvoir être produites. Le mieux, c'est quand même de le faire le plus vite possible. Mmh. OK. Et maintenant, quand même, c'est important de le savoir, quel est ton rôle en tant qu'avocate dans ce type d'affaires? Alors mon rôle en tant qu'avocate, c'est, naturellement d'accompagner les victimes qui ont dénoncé ces faits. Donc ça va j'interviens finalement de la dénonciation des faits, donc je peux les accompagner dans le dépôt de plainte, par exemple, soit les accompagner au commissariat gendarmerie, voire rédiger la plainte qui va être transmise au procureur de la République. Donc l'intervention, elle part dès le départ. Mmh. Ensuite, au stade de l'enquête, j'interviens également puisque je peux être présente pour les auditions, pour les confrontations, puisque parfois on va proposer à la victime une confrontation avec l'auteur de l'acte, pour finalement essayer de faire céder l'auteur qui ne reconnaît pas les faits, le mettre en face de ses contradictions potentiellement. Ou aussi ça peut être, faire comprendre, finalement jauger la crédibilité de l'un et de l'autre. Donc j'interviens à tous ces stades-là et naturellement ensuite j'interviens au stade du jugement. Donc là, je te l'expliquais tout à l'heure, la procédure pénale, elle est un peu particulière parce que ce n'est pas la victime contre l'auteur de l'acte. La victime, elle est vraiment à part. C'est la société, représentée par le ministère public, le procureur de la République ou l'avocat général le cas échéant, contre l'auteur de l'acte. Donc la victime, elle est pas là pour dire il faut qu'il soit condamné. Mmh. La victime, elle est là pour que son statut de victime soit reconnu et pour obtenir une indemnisation. Donc il va falloir chiffrer le préjudice, éventuellement demander des expertises. Donc là aussi, moi, je peux accompagner la victime dans les expertises, etc. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu l'indemnisation, la condamnation de la personne à indemniser la victime, eh bien, ça va être aussi l'exécution. Donc saisir, on a des fonds de garantie, la commission d'indemnisation des victimes notamment, qui permet d'obtenir une indemnisation rapide sans passer par l'auteur. D'accord. Et c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu en off de cette histoire d'indemnisation. La première question que je t'avais posée, c'était est-ce que du coup c'est pour indemniser peut-être des frais de psychologue ou des choses comme ça. Et donc tu m'avais expliqué quelque chose de très intéressant justement par rapport à cette indemnisation. Est-ce que tu peux du coup nous en reparler un petit peu? Comment c'est plafonné ces indemnisations et pourquoi c'est? Alors l'indemnisation, elle est là alors effectivement, il y a les frais, finalement qui sont matériels dont tu Mmh. viens de parler, les frais de psychologue et cetera, mais là, il va falloir les chiffrer. C'est les sommes qu'on va devoir effectivement payer. On va pouvoir demander un remboursement, mais c'est aussi le préjudice corporel, l'atteinte à l'intégrité corporelle. Donc là, on a des barèmes, qui sont, fixés, on évalue. C'est pour ça que les expertises sont assez importantes. On a des barèmes qui existent là-dessus. C'est aussi un préjudice
psychologique parce qu'il y a l'atteinte à l'intégrité corporelle, mais il y a les répercussions psychologiques que ça va avoir. On sait que sur des enfants, le trauma, il est là et il est sur du long cours. Donc il faut aussi le prendre en compte. C'est-à-dire que parfois, on va avoir des enfants qui, à 12, 13, 14 ans, vont nous dire qu'ils vont très bien, vont parler des choses de manière complètement détachée. Et on sait qu'à un moment donné, ça risque d'exploser. Donc ça, on doit le prendre en compte. Et finalement, c'est ça qu'il va falloir évaluer. C'est à la fois le préjudice matériel, ce que ça a coûté financièrement, ce qu'on a dû débourser concrètement, et en même temps le préjudice corporel, l'atteinte à l'intégrité corporelle, il peut y avoir eu des coups, etc. Et le préjudice psychologique, le retentissement psychologique de l'infraction sur la personne. Donc tout ça est pris en compte et on peut aussi demander la prise en compte des frais d'avocat. Puisque je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important. La victime, elle a le droit d'être assistée par un avocat. Elle peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, sachant que l'aide juridictionnelle, elle est de droit pour les enfants. Donc, le principe, c'est qu'un enfant ne paye pas ses frais d'avocat quand il est mineur. D'accord. Ensuite, en fonction des revenus. Mais donc, en fonction des revenus, même si on a des frais d'avocat, on peut les demander à la juridiction de les mettre à la charge de l'auteur. Ok, très bien. Je crois que c'était assez intéressant. Tu m'avais donné 2-3 exemples un petit peu de montants d'indemnisation. C'est vrai que on se rend pas compte justement de combien ça peut être. Et je crois que tu m'avais expliqué que justement le chiffre était aussi important pour montrer aussi la gravité justement de l'acte et que la victime aussi se sente, je sais pas si on peut dire qu'elle se sente mieux, mais c'est plus de savoir qu'elle a été prise en compte peut-être. Effectivement, le montant de l'indemnisation est corrélé à la gravité. Par exemple, des faits d'attouchement sexuel sans acte de pénétration, l'indemnisation sera évidemment pas la même que des faits de viol avec un acte de pénétration et entre les faits de viol. En fonction des circonstances, ça ne sera jamais le même montant indemnitaire. On peut aller, je sais pas moi, de 6 000 € à parfois plus de 50 000 €. C'est vraiment de du cas par cas, en fait. Après, en fait, on voit bien que pour la victime, le montant importe peu. C'est-à-dire que elles font pas ça, les victimes, pour avoir de l'argent. Le but, c'est pas de se remplir le portefeuille, c'est juste un passage de la justice pour qu'on reconnaisse qu'elles sont victimes, qu'elles ont été victimes à un instant T. Et d'ailleurs, moi, souvent, quand je dis, mon intervention, ça sert aussi à demander de l'argent, les victimes me disent, mais pourquoi faire ? Et donc, je dois leur expliquer que c'est aussi ça, l'indemnisation et la reconnaissance de la victime, c'est dire que il y a eu un mal qui a été fait, on peut pas le réparer, on peut pas la replacer dans la situation dans laquelle elle était auparavant sur de tels faits, mais on essaye autant que faire se peut et on chiffre financièrement. Très bien. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, quels sont les droits et protections dont bénéficient les victimes tout au long de la procédure ? Alors, la victime va avoir des droits, ça va dépendre de ce qu'elle va faire. Parce que, en fait, la victime, elle va être associée au procès pénal, notamment si elle se constitue partie civile. En fait, une plainte, ça n'est pas suffisant. Si je fais juste une plainte simple, je ne pourrais pas demander des dommages et intérêts, par exemple. Il faut que je me constitue partie civile. C'est un acte de procédure que je peux faire jusqu'au tout dernier moment de la procédure. Et le but, c'est de faire connaître à la juridiction que je suis là et que je veux formuler des demandes. Parfois, ce sera des demandes symboliques, 1 € à titre symbolique, ça m'est arrivé. Mais c'est vraiment important de le faire. Donc, il faut se constituer partie civile. Quand la victime se constitue partie civile, elle a le droit d'être assistée par un avocat. Si elle ne maîtrise pas la langue française, elle a le droit d'être assistée par un interprète aussi à chaque acte de procédure. Si elle est assistée d'un avocat, son avocat peut poser des questions, faire des observations tout le long de la procédure, communiquer des pièces. Elle a le droit d'accéder au dossier de procédure à la fin de l'enquête et elle a le droit de faire des demandes indemnitaires. Donc elle a vraiment des droits qui sont reconnus. Si la décision ne la satisfait pas à l'issue de la procédure de jugement, elle peut faire appel, pas sur la culpabilité, mais sur l'indemnisation, que sur le volet civil finalement. D'accord, ok. Pour l'avant-dernière question, as-tu des ressources à nous partager, que ça soit pour la victime, pour les proches, des numéros, des sites internet, des livres, voilà, ce que tu as envie de nous partager? Alors des ressources, le milieu associatif s'est beaucoup saisi des droits des victimes, notamment en matière d'inceste. Donc je crois que sur le territoire français, on doit être à peu près 200 associations pour d'aide aux victimes, donc c'est colossal. Il suffit de chercher sur internet et là, pour le coup, j'aurais pas une association particulière à donner parce que ça va dépendre du lieu où on se trouve concrètement. En revanche, un petit focus sur le barreau de Bordeaux qui est quand même assez engagé en la matière et qui vient de créer ce qu'on appelle AVA, c'est une plateforme. AVA, c'est l'aide aux victimes avocats. Donc ça veut dire que chaque victime doit pouvoir accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à un numéro de téléphone qui est disponible sur le site du barreau de Bordeaux, c'est un portable.
et qui est renvoyé vers un avocat de permanence. Même à 4 heures du matin, l'avocat de permanence y répondra aux questions. D'accord. Donc ça, c'est hyper important et c'est un droit d'accès à la justice pour les victimes parce que souvent les victimes, elles savent pas quoi faire, elles sont assez démunies. Donc ce site-là, AVA, l'aide aux victimes avocat, qui est créé par c'est une nouveauté et je crois qu'on est le seul barreau en France à l'avoir fait. C'est vraiment un accès à l'avocat et un accès sur l'orientation judiciaire. Donc ça va du dépôt de plainte à l'aide pour toutes les procédures quelles qu'elles soient. Ça vaut pour les violences de nature sexuelle évidemment, mais pour tout autre type d'infraction en réalité. Et donc il faut s'en saisir parce que c'est vraiment un dispositif qui est super, qui a été lancé. C'est difficile l'accès au droit pour les victimes, c'est difficile de franchir la porte d'un avocat. Et là, au moins, on a un numéro de téléphone, on est orienté directement vers quelqu'un. C'est génial. Ouais. Est-ce que tu as d'autres ressources, des numéros peut-être que tu as envie de rappeler? Les numéros clés, l'enfance en danger, etc. Mais donc, mais en dehors de ça, parce que c'est pas symptomatique des violences, donc pas de numéros particuliers, si ce n'est les numéros classiques, enfance en danger, violence intrafamiliale, pour le coup, les 119, etc. Très bien. Et pour finir, as-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, message important parce que la justice, c'est un peu frustrant, c'est long et on n'a pas forcément le résultat qu'on attend. C'est-à-dire que, je le rappelais tout à l'heure, presque 40% de classement sans suite. C'est dur à entendre pour les victimes. Ce qu'il faut que les victimes entendent, c'est que c'est pas parce que leur dossier est classé sans suite qu'il n'y a rien à faire. Il y a des démarches à faire, on peut faire des plaintes avec constitution de partie civile, on peut faire des citations directes. Et si on n'a pas la force de faire ça, c'est pas aussi parce que on a un classement sans suite que l'infraction ne s'est pas réalisée. Et c'est bien le message qui est important à retenir, je pense, pour les victimes. C'est quand on a un classement sans suite, c'est qu'on n'a pas assez de preuves. Ça veut pas dire que ça ne s'est pas passé. C'est juste que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre sur des infractions qui se passent dans l'alcôve de l'intime, où en fait c'est très compliqué de rapporter la preuve. Et donc voilà, il faut garder en tête que c'est pas parce que la justice classe qu'il n'y a pas eu infraction et qu'on n'est pas victime. Merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie, avec plaisir, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.